Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, une petite mise au point, une petite mise à jour sur les nouveautés manga jeunesse, des plus jeunes aux ados, voire même jeunes adultes. Alors, ma joyeuse petite pile à dévorer est présente là. Les nouveautés, c'est encore une fois des nouveautés qu'on vient d'acquérir au rayon jeunesse, c'est pas forcément que des mangas hyper récents. Et je commence tout de suite avec Yotsuba, qui a quelques années maintenant, et d'ailleurs je sais pas combien de tomes, bon nous on en a 8 pour le moment de tomes, mais il y a pas mal de tomes. Yotsuba, c'est pour vraiment les plus petits lecteurs, ça peut se lire déjà à 5-6 ans, ça fonctionne assez bien. C'est quoi? C'est une tranche de vie, c'est-à-dire c'est une petite fille Yotsuba qui débarque dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier, et elle est complètement inadaptée à la vie en ville. Elle va rencontrer ses voisins, notamment 3 jeunes filles avec qui elle va découvrir des tas de choses. Et donc ça, c'est vraiment des gags quoi. Elle vit avec son papa qui essaye toujours de cadrer les choses. Et chaque personnage est assez tendre, c'est assez bien traité. Et on a l'occasion de découvrir que Yotsuba va elle-même découvrir des tas de choses. Alors ça s'appelle exactement Yotsuba et. Parce qu'à chaque fois, chaque chapitre, c'est Yotsuba et dire bonjour, Yotsuba et le réchauffement climatique, Yotsuba et la télé, Yotsuba et les courses, Yotsuba et l'averse, etc. Yotsuba et le dessin, Yotsuba, voilà. Et à chaque tome, on voit cette petite fille grandir en fait et s'épanouir. C'est très mignon, c'est très chouette et c'est assez comique. Comme je vous ai dit, on va pas forcément avoir que des nouveautés qui viennent de sortir. J'ai fait rentrer 2 séries Pokémon. La première, c'est les retours au début du manga, puisque cette série, Pokémon La Grande Aventure, est en 3 tomes. Alors 3 tomes, 3 gros tomes, 3 grosses intégrales. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu originel en fait. Il date de 97, donc vraiment c'est le tout premier jeu, c'était la version rouge et jaune, rouge et bleu pardon. Et le personnage principal s'appelle Rouge, il doit partir, le professeur Chen lui demande d'aller chercher des nouveaux Pokémon pour améliorer le Pokédex. C'est l'histoire du jeu vidéo originel, et c'est vraiment devenu un manga assez incontournable dans l'univers de Pokémon. Donc si ça vous dit de vous replonger dans le jeu, allez-y. Avec, je vous ai pris le toute dernière série, et tellement succès que je ne l'ai pas sous la main, en fait, il a été emprunté. C'est Pokémon Soleil et Lune. On est dans une autre région de l'univers de Pokémon, autour de la plage d'Aloa, donc on est dans un univers un petit peu sympa, comme ça, très ensoleillé. Et les personnages principaux, évidemment, vont être confrontés à tout un tas de nouveaux Pokémon. Et on redécouvre un petit peu le jeu, et notamment l'univers maintenant actuel, puisque Pokémon est quand même assez ancien comme jeu, et donc il y a tout un tas d'univers qui se sont mélangés. Donc ça peut être sympa de voir les origines et les plus récents. On grandit un petit peu. Là, c'était vraiment des 2 mangas pour les plus jeunes. Moi, quand je me réincarne en slime, celui-là, il est très récent. Enfin, très récent. Il est assez récent. Je ne sais plus s'il y a une dizaine de tomes en ce moment. Nous, on s'arrête au tome 6. Voilà, ça, c'est le dernier tome qu'on a chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est adapté d'un roman. Au départ, c'est un roman qui a eu un gros succès au Japon, qui est un roman de fantasy détourné. Le personnage principal se fait tuer, boum, ça commence comme ça, et il va se réincarner dans un univers parallèle qui est entre le jeu vidéo et le fantasy, et c'est un personnage complètement naze qui n'a que 2 pouvoirs, qui lui permettent quand même d'évoluer dans ce nouvel univers, avec justement un côté très jeu vidéo. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça détourne les codes de la fantasy et du jeu de rôle et du jeu vidéo. L'animé a beaucoup de succès également, et c'est chez Kurokawa, d'ailleurs comme les deux autres mangas, Kurokawa pour Pokémon et Kurokawa pour Yotsuba. On grandit encore un petit peu. Là, on commence à arriver chez les ados avec la suite et fin de Promise Neverland. Alors c'est le tome 7 parce que évidemment les derniers tomes ont été empruntés, notamment par ma collègue. Et le manga, qui est vraiment une petite bombe actuelle dans l'univers du shonen, vient de finir avec 20 tomes. Alors je l'ai lu, effectivement, et la fin est assez intéressante, donc je vais vous la dire évidemment pour vous spoiler complètement. Non, je déconne. La fin du manga est assez sympa parce que du coup on voit vraiment qu'il y a 2 cycles. Moi je l'ai vu un peu comme ça, 2 grands cycles dans cette grande aventure. Un premier cycle dans lequel les personnages sont confrontés à l'univers de l'orphelinat, et un deuxième cycle où ils découvrent ce qu'ils découvrent. Et ce deuxième cycle donc se clôture avec 3 à 4 derniers tomes, avec une accélération
mais une accélération de folie. Et c'est peut-être un petit peu le bémol que je donnerai à la fin du manga, c'est qu'on a une deuxième partie un petit peu lente, avec des découvertes de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux décors, de nouvelles questions, et d'un grand problème que doit résoudre Emma. Mais les derniers tomes accélèrent l'intrigue et on nous donne tout un tas de révélations très rapides, jusqu'à un final qui est pas si mal, faut reconnaître. Le final n'est pas si mal, mais c'est peut-être un petit peu accéléré, comme si le mangaka voulait finir absolument en 20 tomes. C'est quand même une série qui je pense, va rester dans l'univers du manga. Les personnages sont toujours hyper attachants. Il y en a qui disparaissent. Voilà, ça, c'est pas non plus un spoil, et qui meurent vraiment. Et pour le coup, dans un shonen, c'est pas inintéressant d'avoir des personnages comme ça qui tombent les uns après les autres. On ne sait jamais si les personnages principaux vont mourir ou pas. Je vous dis pas plus. Promised Neverland, procurez-vous la fin parce que c'est quand même un grand moment de lecture. Et là, on est chez Kazé. Sur la même tranche d'âge que Promised Neverland, Demon Slayer. Si vous avez un ado autour de vous, vous avez forcément entendu parler du film qui est sorti au cinéma, justement avec la reprise des cinémas et qui a fait un carton. Demon Slayer, c'est un shonen, donc toujours avec des codes très carrés, même si le dessin, je trouve, est assez original et assez bien traité. Il y a des choses comme ça qui sont pas mal, quoi. C'est assez agréable à regarder. Alors, qu'est-ce que c'est Demon Slayer? Kimetsu no Yaiba, en sous-titre. C'est un shonen qui se passe déjà pas dans un univers complètement fantasmé, puisque c'est au Japon, au début du XXe siècle. Donc c'est un peu dans la frontière entre deux époques au Japon moderne. Le personnage principal, Tanjiro, est un jeune marchand de charbon qui vit une petite vie normale, et un jour il revient chez lui, et son village a été décimé par une attaque de monstres, et il se trouve que la seule survivante c'est sa sœur. Sauf que sa sœur a été contaminée, et se transforme en monstre petit à petit. Et donc pour essayer part dans une sorte de quête, il va suivre comme ça les tueurs de démons, les tueurs de monstres. Donc un pitch assez classique, on pourrait se dire même que ça fait penser à tout un tas d'autres scénarios de manga. Mais c'est original parce que c'est quand même un manga un petit peu historique, c'est basé dans une période historique, avec des références aux contes, des références à l'univers du livre, du roman d'horreur, et du shonen actuel que l'on fait. Ça a un énorme succès, vraiment. Et moi je ne l'ai pas lu, et ça me donne un petit peu envie de le lire quand même. C'est Panini Manga qui publie ça pour la France, et c'est toujours pas fini, on en est à je ne me trompe pas, peut-être qu'une quinzaine de tomes, peut-être que j'ai dit une bêtise, une vingtaine de tomes. Bref, vous verrez, si vous allez directement sur le site de l'éditeur, le nombre de tomes actuels que l'on a pour Demon Slayer. Alors celui-là, je pense qu'il est un petit peu à la frontière entre deux âges. Assassination Classroom, ça c'est un truc complètement barré, c'est un truc complètement déjanté. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une créature qui vient de débarquer sur Terre, et c'est quand même, elle est bien péchue parce qu'elle a détruit 70% de la Lune. Bon, voilà, et elle se met à vouloir détruire la Terre. Donc, c'est une créature qui est inarrêtable. Toutes les armées du monde ont essayé. C'est vraiment le truc ça pourrait être le doomsday de l'humanité. Donc, sauf que cette créature se met en tête de devenir professeur et d'enseigner à une classe particulière de 3e E, d'un collège, et le gouvernement va charger les jeunes élèves de tuer cette créature. Donc les tentatives d'assassinat de la créature fonctionnent en même temps que les cours. Alors les jeunes élèves sont aidés de tout un tas d'autres envoyés spéciaux du gouvernement qui se cachent dans le collège, qui sont soit d'autres professeurs, soit des employés, etc. Donc c'est vraiment complètement foutraque. Ça a un énorme succès, mais alors vraiment un truc énorme, et ça donne très envie de le lire. Encore une fois, celui-là je ne l'ai pas lu, et ça me donne envie de découvrir ce truc, parce que c'est vraiment, je trouve que ça joue même avec les codes du shonen, quoi. C'est qu'on détourne complètement dans un univers complètement foutraque. Assassination Classroom, ça continue à être écrit par l'auteur Yusei Matsui, et c'est chez Kana. On arrive chez, plutôt pour les grands, on va dire, les jeunes adultes ou les grands ados. C'est des mangas plus sérieux, pour dire ça comme ça. Celui que je vous présente là, il vient tout juste de sortir, donc il n'y a que 3 tomes à l'heure actuelle, pour le moment. Et il est drôlement bien. Et il paraît qu'il est drôlement bien.
Blue Period, le titre fait référence à une œuvre de Picasso. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça me fait penser à ce système de manga assez classique, du coup, quand on parle des arts ou de la musique, notamment. Vous avez évoqué Blue Giant il y a quelques temps, qui fonctionne un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeune lycéen qui est un petit peu paumé, qui n'a pas forcément envie de faire grand-chose et qui va, de façon fortuite, rencontrer un système artistique. Dans Blue Giant, c'était le jazz et le saxo, et là, ça va être la peinture. Et ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est qu'on nous donne beaucoup de techniques de dessin, d'apprentissage de l'art et des arts plastiques. Et la mangaka elle-même sort du conservatoire, un équivalent du conservatoire national au Japon. Donc il y a vraiment un travail sur une sorte de mise en abîme, quoi, du dessin dans le dessin. Et le dessin des personnages aussi est assez intéressant. C'est très shonen aussi, mais c'est un petit peu original dans la façon de faire les visages. On revient à des traits un petit peu simples, pas trop de fioritures ou de dessins précis. Il y a des formes de visage assez basiques. Justement, du coup, on voit tout un tas d'œuvres des différents étudiants de cette école de Tokyo. On a quand même des moments assez beaux, quoi. Une sorte de facsimilé de peinture, pas si mal fait que ça. Blue Period, on est à 3 tomes, on est chez Pika Édition et on attend avec impatience la suite. Le dernier manga, je ne l'ai pas. Et donc je vous ai pris l'adaptation en album. Et en fait, c'était l'adaptation en album qui m'a donné envie de prendre le manga, donc c'est pas si anodin. C'est L'Enfant et le Maudit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un univers, en fait, c'est déjà le dessin qui donne très envie. C'est un univers visuel, je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme ça, ce noir et blanc, assez gothique, très graphique. Je me demande même si c'est pas fait à l'encre de Chine ou à la plume. Enfin, il y a quelque chose vraiment original. C'est un univers, on est dans le conte, mais dans le conte, dans le conte un peu horrifique à l'ancienne, avec deux personnages qui se rencontrent. On ne sait pas comment ils se rencontrent. On sait qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur, avec les humains et les maudits. Et normalement, ces deux catégories de personnages ne se rencontrent pas. Or, la petite fille va être accompagnée par un maudit, par cette créature, comme ça, là, cette grande créature étrange, qui la suit, qui la protège, qui est avec elle. Et la petite fille attend. Elle attend quelque chose. Et le maudit sait un mystère assez terrible dont il n'a pas la force de lui révéler à la petite fille. Et cette rencontre, cette très jolie tendresse va petit à petit se développer au fil d'un manga qui passe par tout un tas d'émotions et visuellement c'est vraiment très beau. L'Enfant et le Maudit. Donnez-nous votre avis aussi sur ces mangas, sur peut-être d'autres titres que vous aimeriez voir apparaître dans nos rayons, pourquoi pas, ça peut être aussi intéressant. Je vous remercie de nous suivre toujours aussi nombreux. À bientôt au-dessous des bibliothécaires, c'est tous les jeudis soirs à 19h. Passez de très bonnes vacances d'été.